Le chiffre de la semaine. Le chiffre qui montre enfin si ces politiques monétaires restrictives jouent leur rôle. Il a créé la surprise et pas dans le bon sens du terme. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Les banques centrales sont dans un processus de resserrement monétaire. La BCE frappe même un grand coup avec une triple hausse des taux. Le marché apprécie cette volonté de lutter contre l'inflation. Les indices CAC 40 et DAX prennent 5 et 6% en 3 jours. Wall Street suit le pas. Le dollar américain se calme. L'euro-dollar tente de s'échapper de la parité jusqu'à ce que mardi. Au mois d'août, l'inflation aux États-Unis n'a pas été de moins 0,1%, mais de plus 0,1%. En excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation s'est élevée à plus 0,6%, là où on attendait plus 0,3%. Une grosse douche froide. Le problème, c'est que aussi dans la foulée, la Banque mondiale en a rajouté une couche. Elle s'inquiète d'un retour de l'économie au même niveau qu'au début des années 80, lorsque l'économie avait souffert d'une récession générale. Et son président, David Malpass, ajoute: ma profonde inquiétude est que les tendances se maintiennent avec des conséquences durables, dévastatrices pour les populations des marchés émergents et des économies en développement. Selon lui, sauf s'il y a moins de perturbations au niveau des approvisionnements et moins de pression sur le marché du travail, l'inflation hors énergie devrait s'installer au-dessus des 5% en 2023, ce qui aurait pour conséquence une récession mondiale en 2023, avec une croissance du PIB qui ralentirait à 0,5%. Ce qui s'est passé dans les années 80, et ça c'était après le premier choc pétrolier, les politiques étaient très favorables pour relancer la demande. L'inflation est élevée et elle est restée persistante. Et on était en pleine stagflation entre la fin des années 70, début des années 80, donc une inflation forte et une économie qui est en train de se replier. Et derrière, les politiques remontent les taux d'intérêt pour pouvoir réduire l'inflation. D'ailleurs, ça a bien fonctionné. Sauf qu'entre-temps, la baisse d'activité a été brutale et le chômage est reparti. La conséquence directe de ce chiffre d'inflation inattendu, c'est qu'aujourd'hui, plus de 20% du marché estime que mercredi 21 septembre, il y aura une quadruple hausse des taux de la Réserve fédérale américaine. Donc à noter dans les agendas, mercredi soir, ce sera vraiment un jour important pour les marchés. 80% du reste du marché estime qu'il y aura une triple hausse des taux. Ce sera donc le tarif minimum. Alors aujourd'hui, je ne parle pas des autres chiffres macroéconomiques qui sont tombés ou qui vont tomber parce que pour le moment, le marché s'en fiche. Et en même temps, ça se comprend. Dans le même temps, la Fed d'Atlanta a révisé à la baisse ses perspectives de croissance. Alors jusqu'à présent, dans le cas du marché, on était dans une intégration de ces nouvelles, que ce soit une inflation forte, une baisse de l'économie, un resserrement monétaire qui a commencé largement aux États-Unis et qui a mis du temps à se mettre en place en Europe. Mais avec ce chiffre qui est tombé, c'était la goutte d'eau. C'était beaucoup trop décalé par rapport à ce qu'on attendait. Et d'ailleurs, la douche a été beaucoup plus froide à Wall Street qu'en Europe. Moins 4% sur le Dow Jones et sur le SP500 dans la seule journée de mardi. Moins 5,5% pour le Nasdaq. Et donc oui, finalement, en Europe, on s'en sort pas si mal. Le CAC et le DAX se sont repliés, certes, mais de manière beaucoup moins violente. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le marché attend? Mercredi, donc je le disais, les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Et ça, ce sera dans un premier temps. Parce qu'il y aura surtout, juste après, le discours de Jérôme Powell, président de la Fed. Il devra forcément s'exprimer sur la stratégie à suivre après ce mauvais chiffre du mois d'août, qui, ceci dit, en termes bruts, ce chiffre d'inflation n'est pas catastrophique. Mais ça montre clairement que le boulot n'est pas fait, que les résultats ils sont pas là. Et ce que le marché veut, c'est de la visibilité. Alors, peu importe finalement s'il y a hausse des taux ou pas. On l'a vu la semaine passée, une triple hausse des taux de la Banque centrale européenne, ça n'a pas empêché, voire même ça a d'ailleurs entraîné une remontée assez violente du CAC et du DAX. Mais les marchés veulent savoir
où est-ce qu'on ajuste le curseur entre les perspectives d'inflation, la ligne directrice de la politique monétaire et où est-ce qu'on doit mettre le curseur au niveau du repli économique qu'on est en train de subir. C'est d'ailleurs la semaine prochaine la seule chose qu'attendra les marchés, hormis vendredi, les différents PMI. Alors oui, dimanche dernier, j'aurais été optimiste et à l'achat pour accompagner un mouvement de marché positif qui d'ailleurs a eu lieu. Ça, c'était après l'action, donc je le disais, de la Banque Centrale Européenne. Tout en sachant, pour autant, on savait qu'il allait y avoir l'inflation mardi, je vous l'avais dit, ça pouvait provoquer de la volatilité. Mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à une telle mauvaise surprise de la part de l'inflation. Et vu la réaction des marchés qui s'en est suivie, visiblement, j'étais pas le seul. Alors, je vais vous proposer maintenant une minute pédagogique pour vous expliquer comment gérer ce type de situation avant, pendant et après. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Eh bien, j'ai relevé progressivement lundi, mardi mon stop loss sur mes positions à l'achat sur le CAC. Quand on est à l'achat et que ça se passe bien, lorsque notre stop loss est au-dessus de notre prix d'entrée, c'est ce qu'on appelle un stop loss win. Je suis sûr de ne pas perdre d'argent sur cette position et même je suis certain d'en gagner. Alors, exception près, bien évidemment, des gaps, etc. Et c'est ce qui a eu lieu sur le CAC. Je ne m'attendais pas à de mauvais chiffres et même si tel était le cas, je ne pouvais pas me permettre de reperdre l'intégralité de ce que j'avais déjà. C'est ce qu'on appelle les plus-values latentes. D'autant plus qu'un stop loss win, ça permet finalement d'invalider un mouvement qui est en cours et qui va, en l'occurrence, dans son sens. Et donc, j'estimais sur le CAC, si on passait sous 6300 points, ça invalidait ce flux haussier. Et donc, en dessous, ça dégradait cette configuration acheteuse. Donc, à ce moment-là, si on passe sous 6300, plus aucune raison d'être positionné à l'achat. Alors, c'est clair que quand le stop loss, même win, se déclenche, c'est toujours frustrant. Ah oui, frustrant de ne pas aller jusqu'au bout de ses objectifs. C'est une sorte d'échec, finalement. Mais c'est vital de ne pas avoir de conviction, surtout lorsque le marché nous montre que d'un point de vue fondamental et technique, que ça va pas. Et donc ton plan, tu peux le mettre à la poubelle, c'est plus du tout d'actualité. Donc voilà comment j'ai géré avant. J'étais plutôt confiant que l'inflation se passe bien, ça n'a pas été le cas. Mais pour autant, il faut rester discipliné. Pendant la dégringolade, le stop loss win saute. Et maintenant, on va voir le après. Juste une petite parenthèse. Quand vous êtes positif sur le marché qui va dans votre sens, que tout roule finalement. Alors au-delà du fait de rester discipliné, c'est-à-dire de continuer à gérer son stop loss, gérer ses positions, ajuster progressivement ses invalidations, etc. Eh bien oui, il faut être prêt à tout remettre en question. Donc, il ne faut absolument pas le considérer comme un échec, mais plutôt comme une opportunité de pouvoir se repositionner sur le marché et remettre tout à plat. Alors, depuis, honnêtement, j'ai rien fait sur les indices. Parce qu'il y a toujours cette petite période de digestion. Déjà, on ne reprend pas des positions immédiatement à l'opposé ou même dans le même sens lorsqu'on a comme ça une période de volatilité énorme. J'estime en plus de ça qu'il y aura encore beaucoup de volatilité sur le marché jusqu'à mercredi. Et si on continue avec cet exemple sur le CAC 40, certes, on est à nouveau sur un niveau clé sur 6050, 6100 points. D'ailleurs, c'est le niveau du carnet de bord qui avait été réalisé avant le chiffre de l'inflation. Alors, certes, c'est une zone d'achat, mais sans réaction positive, c'est-à-dire au moins qu'on repasse au-dessus des plus hauts de la veille ou au minimum de chez minimum au-dessus des plus hauts du jour, on peut considérer que pour le moment, le marché est encore en mode purge. Deuxième chose, tant qu'on ne retrace pas 50% d'une bougie impulsive, qu'elle soit haussière ou baissière, en l'occurrence baissière, on reste dans une psychologie négative. Alors oui, aujourd'hui, on est coincé entre cette zone d'achat qui d'ailleurs, j'ai travaillé tout au long de cet été et qui a bien fonctionné, et l'absence de volonté claire du marché de vouloir se ressaisir. Et en même temps, on comprend pourquoi avec tout ce qu'on a vu avant. Donc aujourd'hui, tant qu'on reste en dessous des 6100 points, le marché ne me montre pas de signaux positifs et je doute qu'il le fasse avant mercredi, l'intervention de Jérôme Powell. Et là, il va falloir qu'il soit convaincant. Alors vous savez, il y a une grosse différence entre essayer de savoir où va le marché, deviner où il va, savoir finalement ce qu'il est en train de faire. Ça, tout le monde peut dire que c'est baissier, pas de problème. Et c'est toute la différence avec qu'est-ce qu'on met en place concrètement. Où j'interviens, sur quel actif, à quel moment, pourquoi, quelle est mon invalidation, mes objectifs, comment j'ajuste ma prise de décision et ma position. Donc aujourd'hui, le dollar américain est retourné sur ses plus hauts. Le taux à 10 ans aux États-Unis aussi à 3,5%. Les métaux précieux en souffrent, que ce soit l'or et l'argent, d'une part avec cette remontée du dollar américain et d'autre part que l'or et l'argent ne rapportent rien en période d'inflation. Et donc l'ensemble des indices qui enchaînent les bougies rouges en données journalières. Donc tant qu'il n'y a pas des ruptures des plus hauts de la veille, voire même de clôture au-dessus des plus hauts de la veille, il n'y a clairement aucune raison d'acheter, si ce n'est de deviner le point bas.
Ce qui est tout à fait possible. Peut-être d'ailleurs que mercredi, la Fed jouera un rôle positif. Et même moi, à vrai dire, j'en doute désormais. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que j'exclus toute réaction positive du marché à partir de maintenant. Simplement, je suis moins offensif sur mes prises de décision. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir travaillé à l'achat sur les mêmes niveaux sur lesquels on est actuellement sur l'ensemble des indices. Et ce, depuis le mois de mars. Et encore la semaine passée. Alors certes, sans avoir systématiquement le point bas. Certes, dans des marchés qui sont toujours tendus. Mais voilà, aujourd'hui, je deviens plus prudent. Parce qu'effectivement, il y a toujours un peu de place pour retrouver finalement les plus bas de cet été sur l'ensemble des indices. Donc je préfère laisser passer l'orage que d'essayer de deviner la suite. Au moins jusqu'à mercredi. Et vu que le flux est baissier, finalement, la meilleure stratégie, si on est actif, si on fait de l'intraday, c'est de privilégier les ventes finalement pour accompagner ce flux baissier. Et ce, tant qu'on n'a pas d'invalidation, c'est-à-dire de bougie verte, de séance qui clôturera au-dessus des plus hauts de la veille, ce qui changerait encore une fois la psychologie de marché. Parce que finalement, je pense qu'on est d'accord, l'ensemble des indices, si on regarde tous les indices, on prend un petit peu de recul, finalement, on est dans des gros ranges depuis maintenant mars. Alors forcément, les cryptos suivent le pas. La capitalisation totale, alors à l'heure où je tourne la vidéo, parce que le marché des cryptos est très volatile, on est proche de la borne basse du range dans lequel on évolue depuis presque un mois. Même si oui, on a fait une tentative d'extraction par le haut. Si on prend du recul, la dynamique de manière générale, matérialisée par ce canal ascendant en orange, et baissière. Ce qui traduit qu'il n'y a pas pour le moment de retournement haussier significatif sur une unité de temps moyen terme. Et ça, j'en parlais déjà dans la dernière vidéo dimanche dernier. The merge est passé, cette fameuse transition Ethereum de Proof of Work à Proof of Stake. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé. Ce qui d'ailleurs est une révolution, notamment d'un point de vue énergétique et écologique, puisqu'en termes d'énergie, on en consommera 99% de moins, ce qui représente tout de même 0,2% de la consommation mondiale. C'est énorme. Et bien, comme le dit l'adage, on achète la rumeur, on vend la nouvelle, même si ça s'est bien passé derrière. L'Ether gueule de bois. Prise de bénéfices, d'autant plus avec des marchés traditionnels tourmentés. Donc la situation sur l'Ether, on le voit ici sur le graphique, est tendue. On revient d'ailleurs sur l'Ethereum, sur cette zone des 1400 $, borne basse d'un range dans lequel on évolue maintenant depuis plusieurs mois, qui avait provoqué successivement deux belles réactions, plus 40% la première fois, plus 25% la seconde. Et il faudra vraiment tenir cette zone-là sous peine, bien entendu, descendre d'un étage plus bas, ce serait 1280 $ environ. Le Bitcoin qui lui sous-performait jusque-là, ça se calme un petit peu, sauf que il est déjà sur ses plus bas. 18 000, 19 000 $, les fameux plus hauts historiques qu'on avait connus en 2017, ça c'est vraiment le gros niveau que tout le monde connaît, c'est les plus bas annuels. Les plus bas qui tiennent depuis cet été, tant bien que mal d'ailleurs. Si on passe là en dessous, il risquerait d'avoir quand même un petit mouvement de panique. Donc, étant donné ce contexte et l'état des lieux sur même d'ailleurs l'ensemble du marché des cryptos, on va pas se mentir, en termes de gestion active, j'y vais light. Jusque-là, j'en avais travaillé des dizaines, malgré le fait qu'on soit dans un range sur la capitalisation totale comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui d'ailleurs a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, depuis cette semaine, c'est beaucoup moins le cas. Une, deux max. Exemple, et vous commencez maintenant à la connaître, peut-être même d'ailleurs à l'apprécier, Atome, voilà, plutôt que de se focaliser sur le négatif en disant peut-être que ça va s'effondrer, faut rien faire, machin, etc. Je préfère me concentrer de manière active, productive et concrète sur des éléments qui sont positifs. En daily, la tendance est comment? Elle est haussière. Donc oui, tous les replis sont exploités et à exploiter. Et dans un marché qui baisse, elle monte. D'ailleurs, ça serait pas mal, Xav, que tu nous fasses un petit tableau Excel avec, voilà. Et je vais continuer de cette manière tant que le marché ne sera pas stabilisé et ne m'aura pas montré des signaux positifs. Donc oui, en retrait temporairement pour laisser passer l'orage. Mais attention, il faut continuer à rester discipliné, donc rester à l'afflux, mettre des alertes au-dessus de la tête. J'ai dit afflux, non? Afflux. Parce que oui, le marché peut décider finalement de tenir ses niveaux. Plus personne n'y croit et de relancer derrière. À suivre d'ailleurs ces prochains jours. Encore une fois, je ne sais pas si à l'heure où tu visionneras la vidéo, c'est déjà passé au-dessus, mais 1510 $ à suivre sur l'Ether, 20 500 $ sur le Bitcoin. Si on passe là au-dessus, déjà à court terme, ça permettrait de relancer un petit semblant d'élan et ça ferait pas de mal. Bref, sur les cryptos aussi, période de flottement. Alors je le dis souvent, mais du coup je vais le répéter, c'est dans les périodes où le marché est de notre côté qu'il faut
charbonner. C'est pas dans les périodes comme celle-ci, voilà, de flottement, on sait pas trop, il y a de la vol, période de doute économique, entre deux inflation et discours de Powell, qu'il faut perdre son énergie. Sachant qu'en plus, on a des indications techniques qui sont clairement négatif. Alors oui, on revient globalement sur des gros niveaux daily qui avaient déjà été travaillés dans le passé et ça vaut peut-être le coup plutôt de privilégier, si on est actif, bien entendu, l'intraday, des ventes dans le sens du flux, que de chercher absolument où les prix s'arrêteront. Donc light pour moi, plus réservé, moins tranchant, au moins jusqu'à mercredi, jour de la fête. C'est pas souvent que je vous dis ça, mais là en l'occurrence, je peux pas vous dire mieux et essayer d'inventer. Merci du temps que vous consacrez à regarder les débriefs hebdo, en espérant que cela vous ait donné 2-3 clés. Le pouce bleu, n'hésitez pas à l'éclater et je vous souhaite surtout un très bon dimanche. Ciao!